Bonsoir à tous, bienvenue sur ITV, bienvenue dans ITech. Un immense plaisir de vous retrouver après un an d'existence avec ce soir un autre géant du secteur de la tech mais basé à Dakar. Bonsoir Ibrahim Nour Diagne. Bonsoir Ousmane, c'est pour moi un plaisir d'être votre invité. C'est normal, vous êtes un acteur de l'écosystème au Sénégal, mais rapidement pour vous présenter aux téléspectateurs de ITech, Ibrahim Nour Diagne, vous capitalisez plus de 23 ans d'expérience dans le domaine de la facilitation des échanges, du commerce électronique et de la transformation digitale, avant d'occuper le poste d'administrateur général de Gaïndé 2000 qui nous reçoit ce soir sur ITV, avant donc d'occuper le poste d'administrateur général de Gaïndé 2000, qui est un guichet unique du commerce extérieur sénégalais dont vous avez été en charge de la mise en place en juin 2002. Vous avez été le directeur du département e-business de la fondation TradePoint Sénégal entre 1995 et 2001. Nous allons bien sûr omettre beaucoup de points parce qu'on ne peut pas tout dire dans cette émission vous concernant, surtout Ibrahim Nour Diagne. Vous êtes en plus d'être l'administrateur général de Gaïndé 2000, vous êtes expert des Nations Unies et bien sûr aujourd'hui vous êtes à la tête du GIE. Gaïndé 2000, pour aller très rapidement, qu'est-ce que c'est si on peut le présenter? Gaïndé 2000, c'est une construction qui date donc de 2002 pour mettre en place au Sénégal un guichet unique du commerce extérieur permettant aux opérateurs économiques de pouvoir remplir toutes leurs formalités sans avoir à se déplacer. Mais le projet qui a fondé Gaïndé 2000 est antérieur. C'était né au ministère du Commerce dès 1996, donc à l'année même où l'Internet venait d'être disponible au Sénégal. Le ministère du Commerce avait déjà cette vision de mettre en place un guichet unique du commerce extérieur. Et c'est qui votre tutelle? Aujourd'hui, nous sommes logés au niveau du comité de gestion de l'informatique des douanes, un comité présidé par le directeur général des douanes et comprenant le secteur privé, donc tous les acteurs du dédouanement comme les commissionnaires agréés en douane et également d'autres acteurs du ministère des Finances. Des questions rapides toujours concernant Gaïndé 2000. Aujourd'hui, quand on parle de Gaïndé 2000, la finalité c'est quoi? La finalité première, c'était de mettre en place et d'opérationnaliser ce guichet unique électronique du commerce extérieur. Donc cette mission a été remplie puisque depuis 2004, nous sommes le 5e guichet unique opérationnel à travers le monde pour traiter des formalités d'import-export. Mais nous sommes partis de ce savoir-faire, en fait, d'être capable de mettre plusieurs acteurs sur une seule plateforme pour traiter des formalités, pour aller vers une extension à la fois géographique, donc sur d'autres pays, mais également une extension en termes de domaine pour attaquer vraiment d'autres secteurs de l'économie qui peuvent bénéficier de notre savoir-faire en matière de dématérialisation. Oui, je vois que Gaïndé 2000 est sollicité partout dans le monde et je vous en félicite d'ailleurs. Au passage, je dis souvent en taquinant que sûrement le chef de l'État vous envierait pour votre agenda de chef d'État. Gaïndé 2000 partout dans le monde sollicité pour ses services, c'est quoi le secret? Mais nous sommes plus d'abord dans un agenda d'ouvriers puisque nous participons à la construction en fait de l'économie numérique et nous sommes très actifs sur le plan international, à l'échelle africaine d'abord, parce que de par notre expérience et de par notre parcours, nous apportons beaucoup dans l'édification de ce que doit être l'économie digitale à l'échelle africaine et également à l'échelle mondiale, puisqu'en matière de guichet unique, le Sénégal fait partie des pays dont on parle et des pays également qui ont le droit de citer lorsqu'il s'agit de définir des standards internationaux qui concernent le guichet unique. Donc le monde digital est un monde qui va très vite. Et nous ne nous ménageons pas puisque nous essayons d'aller à sa même vitesse. Oui, un monde qui va très vite. Comment est-ce que Dakar se positionne par rapport à ce monde qui va très vite et pour attirer les investisseurs, à part le futur incubateur que la DER va mettre en place à Mermoz, il y a le PTN, le Parc des technologies numériques de Diamniadio. Aujourd'hui, est-ce que les investissements annoncés ou en place par Dakar, est-ce que ça vous rassure? Est-ce que ça peut nous donner ce nom et ce label de hub technologique en Afrique? Je pense que c'est un défi. Hein. Vous savez, toutes ces constructions que vous venez d'évoquer sont de très grande valeur parce que c'est des éléments qui vont concourir au positionnement du Sénégal comme un hub technologique, comme vous venez de le dire. Maintenant, ce qu'il faut, c'est la mise en cohérence parce qu'il y a parfois beaucoup de répétitions d'efforts
Et ceux à qui ces outils et ces instruments sont destinés également peuvent s'y perdre et ne pas savoir où et quand trouver ce qu'ils cherchent à travers les soutiens, les financements, les compétences et tout ce qui s'ensuit. Donc, de mon point de vue, le Sénégal a la chance d'avoir aujourd'hui beaucoup d'éléments constitutifs d'une stratégie. Et ce qui nous manque, c'est peut-être la mise en cohérence rapide, parce que mise en cohérence, c'est sûr que nous sommes dans cette démarche, mais aujourd'hui, la rapidité est un fait qui permet à un pays de se distinguer. Et je vais toujours rester dans cette perspective pour dire que les pays doivent se spécialiser. Je pense que le Sénégal, et j'ai l'habitude de le dire, est un tout petit pays de 15 millions d'habitants, donc c'est la taille d'une grande ville internationale. Et donc, nous ne pouvons pas être le généraliste du numérique. Nous devons essayer d'avoir un positionnement par rapport à ce qui fait notre distinction. Je pense que c'est également des réflexions stratégiques que le Sénégal doit mener en investissant sur les compétences et aussi en investissant sur les infrastructures qui sont en conformité avec cette ambition du positionnement que le Sénégal pourrait avoir dans cette économie digitale. Oui, ça tombe bien. D'ailleurs, la Banque mondiale, sûrement vous êtes au courant, a sorti un rapport pour dire qu'en plus des 100 milliards de dollars d'investissement dans le très haut débit, que l'Afrique devrait également investir surtout dans des compétences. Est-ce que les compétences, évidemment, je pose une fausse question parce qu'elles ne nous font pas défaut, mais qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas très visible côté économie numérique à l'étranger? En fait, contrairement à ce qu'on peut penser, les compétences nous font défaut. Vous savez aujourd'hui que les meilleures compétences dans le digital sont aspirées par l'économie globale mondiale. Nos pays n'ont pas la capacité de retenir ces compétences. Et ça doit nous conduire à une redéfinition de la construction de ces compétences. Aujourd'hui, pour l'économie digitale, je pense qu'il n'est plus nécessaire d'avoir des compétences qui vont jusqu'à un niveau d'ingénieur. On peut, avec des systèmes qui sont beaucoup plus adaptés, investir pour permettre aux gens d'avoir des savoir-faire compatibles avec notre économie. Les formations à cycle court comme Sonatel Academy, exactement, par exemple. Exactement. Les ISEP sont également un bon exemple. Comment faire pour que ces formations courtes, mais qui délivrent des compétences fortes, puissent être mises en œuvre dans ce pays et de façon intensive, parce que les besoins sont exponentiels. Et si on produit des compétences à faible échelle, le niveau international va les absorber. Donc je pense que c'est un gros défi et surtout un défi très urgent de pouvoir calibrer la construction des compétences avec notre ambition numérique tout en étant très vigilant sur ce qui se passe sur le plan international. Oui, est-ce que les investissements annoncés par Dakar, le futur incubateur de l'ADER, le PTN, entre autres projets, est-ce que justement ce n'est pas assez pertinent, assez suffisant pour encourager le retour de notre diaspora? Je ne pense pas. Vous savez, il y a deux types de diaspora lorsqu'on parle des compétences technologiques. Il y a une diaspora qui aime le Sénégal, mais qui exerce sur des compétences qui n'existent pas au Sénégal. Donc cette diaspora-là, au mieux, va se retrouver comme investisseurs, mais ne peuvent pas se retrouver comme des professionnels, puisque notre pays n'est pas à une échelle de développement permettant à ces compétences de s'y déployer. Vous avez l'autre catégorie qui est à la recherche de revenus plus confortables. Donc cette catégorie également, elle a beau aimer notre pays, mais parfois les conditions matérielles, souvent, surtout quand il s'agit de jeunes, vont primer sur la participation à la construction nationale. Donc c'est peut-être pas cela qu'il faut chercher à faire revenir, à moins qu'ils ne reviennent comme investisseurs. Ce qu'il faut, c'est faire émerger une nouvelle catégorie de compétences qui sont mieux calibrées par rapport à ce que nous recherchons. Et à ce moment-là, ceux qui vont servir d'interface pour permettre à ces compétences de pouvoir exercer dans les marchés internationaux, ça va être des entreprises. Donc au lieu que des individus quittent le Sénégal pour aller vendre leurs compétences à l'international, c'est des entreprises qui vont utiliser ces compétences pour aller vendre des services à l'international. Et là, nous allons avoir un retour de valeur ajoutée qui va être de nature à améliorer notre économie. Pardonnez-moi d'ailleurs pour la provocation que je m'apprête à faire vous concernant Ibrahima Nour Ndiagne. Pour un homme bardé de diplômes comme vous, est-ce qu'aujourd'hui, on en a besoin au XXIe siècle? Est-ce qu'on a besoin des diplômes qui s'étendent sur 12 ans, 13 ans? Et question subsidiaire en passant donc, est-ce qu'aujourd'hui, un diplôme, parce qu'un diplôme, il fige un savoir, pour un digital qui va très vite, vous le trouvez comment ce problème-là? Oui, moi j'accepte volontiers que j'appartiens à une génération en voie d'extinction. Je ne l'ai pas dit. Hein?
Donc voilà, nous étions dans un monde où il fallait des diplômes pour certifier des compétences. Aujourd'hui, nous sommes dans un nouveau monde où il faut des savoir-faire qui sont certifiés également par des diplômes. Mais c'est des savoir-faire concrètement. Donc c'est clair que les jeunes d'aujourd'hui ont plus de défis que nous parce qu'il ne s'agira pas de dire j'ai tel diplôme. Il faudra entretenir les compétences et les connaissances. Elles vont évoluer. Tous les 5 ans, il faut se remettre en cause. Et ce confort que nous avions peut-être nous de dire j'ai terminé mes études, le mot terminer mes études n'existera peut-être plus dans les vocabulaires. Il s'agira toujours d'entretenir ces connaissances. Continue. Exactement. Donc je pense qu'en effet, le diplôme va de plus en plus être un élément de référence simple, mais la réalité, ça va être les compétences. Et aujourd'hui, on s'en rend compte. Même vous, si vous regardez dans les médias, on recrute des gens qui savent faire. La dernière des choses que vous regardez, c'est quel diplôme il a eu. Ce qui est le plus important, c'est ce qu'il sait faire. La stratégie Sénégal numérique 2025, on l'a lancée, Ibrahima Nour Idine Diagne, officiellement en 2016. 2025, c'est arrivé, c'est bientôt. C'est une année d'ailleurs au lendemain de la prochaine élection présidentielle. Aujourd'hui, quel bilan, selon vous bien sûr, quel bilan de cette mise en œuvre? Je pense que cette stratégie a été bien élaborée, mais que pour sa mise en œuvre, les différents instruments qui devaient être mis en place ne l'ont pas été au moment où il le fallait. Ce qui veut dire que ça reste une stratégie valide. Quels instruments, excusez-moi, quels instruments? Il y avait notamment le Conseil national du numérique, le comité de pilotage. Il y avait quand même pas mal d'instruments qui devaient être mis en œuvre. Parce qu'une stratégie, il ne s'agit pas de la définir, il s'agit d'être capable de la piloter, d'avoir des indicateurs et de pouvoir s'assurer qu'elle porte les fruits. Et même de la corriger, parce qu'une stratégie n'est pas figée. Les nouvelles conditions peuvent entraîner qu'une stratégie soit revue. Donc, je pense qu'il y a eu pas mal de changements aussi institutionnels dans la gouvernance du secteur numérique. La suppression du poste de PM, notamment. Exactement. Et même avant cela, le ministère a quand même pas mal, le secteur numérique a quand même pas mal été restructuré à l'occasion des reconfigurations gouvernementales. Donc, c'est tout cela peut-être qui est à l'origine de ce résultat. Mais je pense qu'il ne faut pas s'en offusquer. Entre-temps, il y a eu de nouvelles réalités. Et ces nouvelles réalités-là peuvent amener à redéfinir en fait cette stratégie, l'actualiser et surtout repousser l'échéance parce que 2025 c'est demain. Je pense qu'on ne peut pas imaginer une stratégie dont l'horizon serait aussi court. Donc pour ma part, les quelques occasions que j'ai eues d'échanger avec Madame le ministre qui est très engagée dans le secteur, ça a été de lui donner ce point de vue qu'il faudrait peut-être actualiser cette stratégie et pouvoir donc avoir un horizon plus long et s'assurer que tous les instruments de pilotage sont en place. Mais est-ce que ce n'est pas un problème au Sénégal? Je vois, pour le dire familièrement, qu'on prend trop notre temps concernant une réalité digitale qui va très vite. La preuve aujourd'hui avec ce Sénégal numérique 2025, lancement officiel 2016, nouvel horizon, en fait, horizon fixé, c'est en 2025, c'est presque arrivé. Est-ce que nous ne devrions pas être conscients davantage que le temps passe très vite? Vous avez parfaitement raison, le temps passerait vite, et donc il faut absolument se donner les moyens. Moi, je pense que d'une manière générale, le Sénégal n'est peut-être pas le seul dans ce cas. Déjà, le numérique est une dimension transversale. Donc, le système de gouvernance d'une stratégie digitale doit être bien pensé. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de dire que le numérique est un secteur. Le numérique est transversal, ça touche à toute l'économie, y compris le secteur privé. Tout à fait. Et donc, le fait de ne pas peut-être considérer comme il se doit ce fait va amener que le temps de mise en œuvre va être long parce que les mécanismes qu'il faut pour mettre ensemble tous les acteurs ne vont pas être aussi... ça ne va pas être aussi évident qu'on le pressent. Donc le Sénégal, il faut le reconnaître, est un pionnier, que je vous ai dit qu'en 1996, l'année d'Internet, nous étions déjà dans une logique de mettre en place un guichet unique électronique du commerce extérieur. Mais force est de reconnaître qu'aujourd'hui, on a pris un retard sur d'autres pays africains. Mais je pense que ce retard, nous pouvons le rattraper parce que nous avons les compétences, nous avons des personnes de vision qui travaillent dans le secteur et donc il faut se mettre au travail. J'ai fait exprès en début d'émission, Ibrahima Nour Idine Diagne, de rappeler, de préciser que vous êtes expert des Nations Unies en commerce électronique, si je ne me trompe. Nous allons aborder à présent l'offensive des GAFA,
On parle maintenant de GAFAM d'ailleurs avec le M de Microsoft, les géants du numérique, notamment les Amazon, parce que nous allons parler de e-commerce. Aujourd'hui, quelle réponse de l'Afrique à l'offensive des géants du e-commerce mondiaux? Alors, nous ne pourrons avoir de réponse que si nous nous mettons ensemble déjà. Donc, la construction de la zone continentale de libre-échange est un fait majeur. La ZLEC. La ZLEC. Et je pense que si elle est effective, nous allons avoir une dimension. Je ne dirais même pas la taille, parce que l'Afrique, il faut reconnaître que malgré tout, nous ne faisons que 2% du commerce mondial. Mais au moins politiquement, si nous sommes unis et solidaires, nous pouvons compter dans ce monde qui est dominé aujourd'hui par des entreprises qui ont des tailles qui dépassent l'économie africaine. Imaginez-vous une entreprise dont la puissance est plus forte que celle de toutes les économies africaines. Dans la balance, ça pose des problèmes. Et l'essentiel d'ailleurs, ont dépassé la barre des 1000 milliards de dollars en capitalisation boursière. Absolument. C'est assez affolant d'entendre ces chiffres, mais en même temps, ça doit nous mettre en fait sur une trajectoire aujourd'hui. Ce monde dans lequel nous allons est un monde qui sera dominé par des entreprises qui elles-mêmes maîtriseront des données et seront capables aujourd'hui de pouvoir induire des comportements et de pouvoir donc contrôler le monde d'une certaine façon. Le big data. Exactement. Donc à l'échelle africaine, nos pays pris individuellement ne sont pas capables d'apporter les réponses qu'il faut. Il faut qu'on se mette ensemble, mais il faut qu'on se mette ensemble avec sincérité et conviction. Parce que l'Afrique, on a l'habitude de dire que nous sommes unis, mais dans la réalité, il suffit d'aller dans des contextes internationaux pour se rendre compte que nous sommes très divisés. Parfois même, j'ai le sentiment que nous ne nous souhaitons pas mutuellement le succès. Nous préférons que personne ne réussisse en Afrique et que d'autres parties du monde puissent prendre le succès qui pourtant vient de nos propres entrailles. Et donc je pense que ce niveau de sincérité est essentiel, parce que si nous nous trompons entre nous, si nous n'avons pas confiance entre nous, si nous ne nous souhaitons pas mutuellement des succès, je pense que nous allons rater tous les rendez-vous et donc l'Afrique continuera à être à la traîne. Vous connaissez un peu, je sais que vous aimez bien l'expression de fabrication de champions nationaux. Aujourd'hui, comment on peut fabriquer des champions africains en matière de e-commerce? On ne reviendra pas un peu sur cette polémique concernant l'africanité de Jumia. Ce qui compte, c'est que ce géant est en Afrique. Il a pu être à la bourse de New York. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut créer des Amazones africains? Oui, bon, en citant Jumia, vous me permettez de dire que Jumia, demain, peut être racheté par Amazon. Donc, en effet, une entreprise, une fois qu'elle est en bourse, le caractère africain est tout à fait précaire, parce qu'il suffit simplement que Amazon s'intéresse à l'Afrique pour acheter Jumia et prendre la position que Jumia occupait. Donc, pour avoir un géant africain, il faut d'abord que les Africains se mettent à préférer l'Afrique, parce que c'est les consommateurs en fait qui font le marché. Si nos jeunes d'aujourd'hui sont totalement exposés à des concepts qui ne sont pas de chez nous, et que demain, lorsqu'ils auront un pouvoir d'achat, ils auront la propension à dépenser leur argent pour construire des géants qui sont en dehors d'Afrique. Oui, mais sauf qu'il n'y a plus de frontières, et vous le savez très bien. Oui, mais alors ce qu'il faut, c'est de construire une conscience africaine, et que des Africains sachent que leur marché de base, c'est bien celle du continent. Et donc, c'est un travail collectif. Ce n'est pas seulement aux politiques. Vous-même, les médias, vous avez un rôle important à jouer. Comment faire pour qu'un Africain, dans sa réflexion, il ait toujours une préférence pour l'Afrique, pour ce qui vient d'Afrique, pour ce qui enrichit l'Afrique, plutôt que d'être dans des logiques où il se dit, peu importe, c'est la globalisation. Parce que vous savez, ce qui nous amène à tenir ces discours de c'est la globalisation, ils ont d'abord réglé leurs problèmes nationaux aujourd'hui. Les Américains n'en parlons pas, et vous avez vu dans les développements actuels que lorsque leur économie est menacée, ils savent comment restituer leurs intérêts. Les Chinois n'en parlons pas, les Européens également. Senghor, l'ouverture avant l'ancrage avant exactement, exactement. Et donc je pense que l'Africain est le seul, en fait, le seul être aujourd'hui qui continue à croire qu'il faut faire d'abord le bien collectif avant de s'intéresser à son bien individuel. Non, je pense que nous devons, dans une certaine mesure, être assez égoïstes pour pouvoir construire nos intérêts pour nous les Africains et surtout pour la jeunesse qui va venir, et ensuite se mettre au banquet du partage. Oui, on a suivi un peu l'affaire Afrimarket que vous avez sûrement suivi en même temps que nous. L'Afrique, j'ai l'impression qu'elle devient de plus en plus un immense cimetière pour les entreprises de e-commerce. D'ailleurs, est-ce que ça veut dire que ces entreprises, est-ce que ça veut dire qu'elles ne connaissent pas nos réalités, qu'elles n'arrivent pas à s'adapter aux réalités du marché local?
La première question qu'il faut se poser, c'est est-ce que le e-commerce dont on parle est un e-commerce rentable? Vous savez, quand Jumia, maintenant, qui est une entreprise en bourse, donc il n'y a plus de secret, n'a pas encore atteint son seuil de rentabilité. Ils arrivent à avoir une clientèle de plus en plus large, mais ils n'y sont pas. Amazon, aujourd'hui, son principal métier, c'est d'être un cloud data center. Il reste le premier opérateur de commerce électronique avec une part de marché très forte sur le marché américain, qui fait 40%. Mais vous savez, les gens travaillent les données, et derrière les données, ils travaillent sur d'autres services. Donc, une entreprise qui aurait la naïveté de penser que le e-commerce, c'est d'avoir une plateforme et de vendre des produits à des clients, ben, sa durée de vie est forcément limitée. C'est quoi le secret? Il faut être stratégique et construire des modèles économiques derrière la vitrine. La première vitrine, c'est d'avoir accès aux clients. Mais quand vous avez accès aux clients, vous devez avoir accès à ses besoins, vous devez avoir accès à ce qu'il veut faire, ce qu'il dépense, et ensuite vous construisez de la valeur autour de ça. Je pense que le e-commerce, tel qu'on le voit en frontal, n'est forcément pas une entreprise rentable. Aujourd'hui, vous avez envie de dire quoi à ces jeunes qui veulent s'engager dans le e-commerce? Alors, je leur dis que vous avez déjà une opportunité, l'avenir est devant vous. Vous avez des outils qui vous permettent aujourd'hui de pouvoir exister au-delà de votre marché. Vous l'avez dit tantôt, le monde est global. Vous avez plus d'opportunités que nous avions, mais vous avez également beaucoup de défis. Et ce que je peux leur dire, c'est d'être dans des logiques de collaboration. Ne soyez pas isolés, ne pensez pas que vous avez votre idée, c'est la vôtre et que vous devez être tout seul à la développer. Une entreprise qui réussit, c'est la conjonction de plusieurs compétences, ce n'est pas seulement un porteur d'idées. Donc vous avez l'avenir devant vous, vous avez le droit d'échouer, comme tout le monde. Échouer une fois, c'est bon. Échouer deux fois, ça permet de raffermir les choses. À la troisième fois seulement, vous vous poserez la question, est-ce que vous êtes fait pour l'entrepreneuriat? Et en dernier message, je leur dirais, oui, choisissez votre voie. Vous ne pouvez pas être des salariés et en même temps être des entrepreneurs. Il faut vraiment décider de vous engager, de donner toute votre énergie à une approche. Et je pense que c'est ça qui vous permettra de réussir. Pour finir, les perspectives pour le Sénégal, on annonce que ça marche du côté de Dakar, qui investit, qui attire les entrepreneurs, qui attire presque tout le monde. C'est quoi aujourd'hui concernant le futur, les perspectives? C'est quoi les priorités pour le Sénégal? Le Sénégal est résolument un pays de services. Ça veut dire que nous devons avoir tous les niveaux de compétences pour être capables d'offrir des services très élaborés, à la fois dans le contexte sous-régional avec les échelles UEMOA et CEDEAO, dans le contexte africain avec la ZLECAf qui est en cours de mise en œuvre et dans le contexte global. Je pense que nous devons choisir quelle portion de cette valeur nous voulons construire et être les meilleurs au monde. Nous ne pouvons pas tout faire et tout réussir. Nous devons décider de nous spécialiser dans quelque chose et de mettre tous les moyens possibles pour pouvoir être les meilleurs, les plus compétitifs et avoir des entreprises de rang mondial qui seraient made in Sénégal. Ça, c'est mon rêve et si on y arrive, je pense que ce sera pour les gens de ma génération une forme d'accomplissement. Pour le rêve, c'est cela le concret, Ibrahima Nour Idine Diagne. C'est Tigo qui devient Free depuis le 1er octobre dernier. Je ne peux pas ne pas vous interroger là-dessus rapidement. Aujourd'hui, on annonce une offre commerciale tout à fait en rupture. On n'annonce pas d'ailleurs, elle est pratiquée actuellement. Vous en pensez quoi? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut permettre à Free de revoir à la baisse ses tarifs? Je pense que c'est de bonne guerre. Bon, déjà, nous avons une autorité de régulation, ce qui doit nous rassurer, la RTP, parce que son rôle est justement de s'assurer que les pratiques commerciales sont conformes à notre réglementation. Mais comme vous le savez, pour moi, il y a trois professions qui ne se trompent jamais dans les chiffres. C'est les banquiers, les assureurs et les opérateurs télécoms. Ils savent toujours comment récupérer l'argent qu'ils investissent. Donc, je pense que c'est une démarche commerciale. Comme ils sont nouveaux dans le marché, mais je pense que très rapidement, la réalité du marché va déterminer en fait comment est-ce qu'ils vont évoluer dans leur stratégie. Et il ne faut pas aussi sous-estimer la capacité stratégique de l'opérateur principal à tout à fait réagir et à se mouvoir dans cette compétition, qui est au bénéfice du consommateur. C'est ce qu'il y a de bien dans cela. Il faut s'attendre à de très bonnes nouvelles pour l'avenir des télécoms au Sénégal? Ben, vous savez, c'est un avenir aussi qui n'est pas à l'abri de disruption, si je peux utiliser ce mot qui est un anglicisme.
il peut y avoir demain une nouvelle réalité qui fera que les opérateurs télécoms seront menacés dans leur métier de base. Et ça, je pense qu'on le voit déjà. C'est le cas, n'est-ce pas, maintenant avec les OTT? Les OTT déjà, mais demain, ça peut aller plus loin parce que les OTT peuvent être des opérateurs financiers. Vous avez vu qu'aujourd'hui, Facebook veut lancer une monnaie Libra. Même s'il y a des menaces sur le Libra, oui. Exactement, mais voilà, c'est des gens qu'on voit venir et ils y arriveront. Ils ont les moyens stratégiques d'y arriver. Donc, je pense qu'être un opérateur télécom en 2019, il faut absolument voir l'avenir pouvoir être changé par des faits qui vont arriver sans prévenir. Donc, il y a quand même des risques pour la pérennisation des positions dominantes que ces opérateurs ont sur nos marchés. Ministre, un jour au Sénégal, ministre de l'économie numérique, Ibrahima Nouri Ah non, pas du tout. Je suis très content d'avoir ma sœur et amie à ce poste. Je pense qu'on contribue plus lorsqu'on est un acteur qui n'a pas l'enchaînement de la rigueur que suscite l'appartenance à un gouvernement. C'est un honneur, mais en même temps, c'est une exigence. Et c'est peut-être plus simple d'être un acteur qui contribue que d'occuper cette position qui va peut-être limiter parfois le champ de rêve dans lequel j'habite. Merci beaucoup Ibrahima Nouri Edine Diagne. C'était un immense plaisir de vous recevoir pour la première fois sur ITV. Et vous me disiez d'ailleurs des choses à propos d'ITV. Oui, je trouve que c'est déjà une très bonne chose que votre télévision ait commencé par une radio et par la suite elle s'installe dans la télé, d'abord à travers la TNT et aujourd'hui à travers le bouquet Canal. Nous avons besoin d'une presse professionnelle parce que nous sommes dans un tournant et vous savez que la société est toujours le reflet de ce que la presse en fait lui renvoie comme écho. Et donc je suis vraiment fier du travail que vous accomplissez et je vous souhaite bon vent dans cette aventure en espérant que vous allez porter très haut le flambeau des médias sénégalais. Merci beaucoup Ibrahima Nouri Edine Diagne. Merci très chers amis téléspectateurs de nous avoir suivis ce soir. Ibrahima Nouri Edine Diagne, administrateur général de Gaïndé 2000, Ibrahima Nouri Edine Diagne, expert des Nations Unies sur le commerce électronique. Merci infiniment de nous avoir suivis ce soir. Rendez-vous avec un autre grand acteur du secteur, ce sera la semaine prochaine.